Les fêtes de Noël, synonymes de convivialité et de retrouvailles familiales, peuvent aussi se transformer en véritables défis pour les couples. Entre repas familiaux codifiés, attentes irréalistes et gestion des responsabilités, cette période met souvent à l'épreuve les relations, tant avec les familles qu'au sein du couple. Pourquoi ces moments festifs sont-ils aussi complexes à vivre et comment les appréhender pour préserver l'harmonie? Ce soir, nous avons décidé, avec Marie-Lise, dans cette capsule au cœur du couple, de décrypter pour vous les principales sources de tension et vous livrer bien évidemment nos conseils pour les gérer avec sérénité. Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonsoir Marie-Lise. Bonsoir Swazik, ravie de te retrouver. Oui, on dit bonsoir parce qu'il est 20h30 passé, les enfants sont couchés et nous pouvons nous retrouver pour cet épisode à deux. C'est le temps qui nous restait sur cette journée pour pouvoir nous retrouver. Donc, on va pas mentir, on va pas dire bonjour comme si c'était 8h du matin. Non, on va dire bonsoir. Mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en fin de journée, puisque cet épisode est à écouter à deux. Donc, peut-être qu'il y a des couples qui sont là, assis dans leur canapé, tranquillement, avec leur tisane ou leur petit verre de fin de journée et qui nous écoutent. Donc, le bonsoir sera dans ces cas-là approprié. Comment vas-tu, Marie-Lise ? Écoute, je vais bien. Un peu comme cet épisode, je me prépare aussi tranquillement aux fêtes. Je ne sais pas toi où tu en es, mais c'est plutôt stimulant, en tout cas cette période. Écoute, j'ai commencé à m'y préparer au niveau du boulot. Pour Amour Toujours, on a fait un feed spécial Noël et voilà, on a décidé d'aider les couples chez Amour Toujours à se préparer pour cette période de Noël. Cette capsule fait partie des outils qu'on veut leur proposer, puisqu'on va aborder toutes les deux ce thème de comment préparer son couple à Noël. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça génère autant de tensions et pourquoi il y a autant d'attentes. Et puis évidemment, comment est-ce qu'on peut s'y préparer et faire en sorte que cette fin d'année se déroule de façon harmonieuse au sein du couple et des familles. Alors, moi, la première question que je veux te poser, et ce que j'aimerais qu'on décrypte, c'est déjà quels sont les conflits les plus courants que l'on voit apparaître dans les couples dans cette fin d'année. Le premier, celui qui revient, parce que je prépare aussi les couples que j'accompagne aux fêtes de fin d'année, ce qui revient le plus souvent, c'est en premier lieu la gestion du temps. C'est comment on divise le temps, comment on se le partage et comment on fait avec les attentes de chacun, entre les attentes des parents, des beaux-parents qui veulent voir leurs enfants, leurs petits-enfants et nos propres besoins et envies à nous. C'est celui qui revient en premier lieu. Après, ce qui revient beaucoup, je dirais, c'est plutôt les conflits au sein même des temps de famille. Par exemple, comment faire avec l'oncle qu'on voit pas régulièrement, mais avec qui ça se passe pas très bien, avec les remarques de Mamie Paulette sur l'éducation de nos enfants qui viennent gratuitement alors qu'on les a pas trop demandées, notre père ou notre mère qui peut prendre une place qui est pas très appréciable pour nous, ou retrouver des remarques qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc ça va être plutôt ça, c'est de faire un peu avec, je dirais, peut-être des conflits qui peuvent déjà exister au sein de la famille ou des habitudes qu'il y avait déjà ou avec les personnalités de chacun où ça peut être désagréable pour certaines personnes. Donc ça, c'est ce qui reviendrait après. Et la question de l'argent, de comment on dépense notre argent durant les fêtes. Donc ça, c'est une question importante qui revient. Et celle de la charge mentale dans l'organisation des fêtes. Il n'y a pas de surprise, mais c'est souvent les femmes qui portent la plupart du temps cette charge mentale. Donc je trouve ça important de pouvoir le redire aux couples, hommes, femmes qui nous écoutent. C'est comment partager cette charge mentale à deux pour pouvoir justement se préparer au mieux pour les fêtes. Et là, les conflits, les raisons de conflits que tu évoques, en fait, on pourrait
de les mettre pour toute période de l'année en soi. Pourquoi? Et est-ce qu'ils sont intensifiés à ce moment-là? Il y a plusieurs raisons. Moi, je pense quand même qu'il y a une raison temporelle. Je sais pas toi dans ton planning, mais moi, en fin d'année, par exemple, mon emploi du temps pro, il déborde, quoi. Je pense, j'ai l'impression comme si tout le monde voulait tout boucler en fin d'année. Donc, on est souvent plus chargé en fin d'année. Mais en plus de ça, les jours sont plus courts, donc on est plus fatigué. Il y a aussi plus de virus. Donc déjà, d'un point de vue purement physique, on a moins d'énergie. Et après, par rapport, en fait, au fait, il y a toutes ces attentes qu'on peut avoir. Parce que mine de rien, tu vois, on parle aussi beaucoup de l'amour fantasmé dans les films et tout ça, mais Noël aussi est très fantasmé, je pense, autour de l'image de la famille parfaite. Et c'est vrai qu'en fait, c'est avant tout un moment d'amour et d'échange, mais parfois on en vient à avoir des attentes aussi irréalistes. Enfin, je veux dire, si notre famille, on s'entend pas avec nos parents, avec notre frère toute l'année, il n'y a pas de raison qu'à Noël ça change. Mais malgré tout, on a cette attente, cette espèce d'idée en tête que ça va être différent parce que c'est Noël. Mais en soi, il n'y a aucune raison que ce soit différent, à part on peut faire en sorte que ça se passe différemment, mais alors faut pas qu'on s'inscrive dans la relation comme on le fait habituellement. Faut changer nos propres habitudes pour que ça puisse être différent. Mais il y a cette espèce de croyance que ça sera différent. Ouais, mais effectivement, on peut s'attendre à l'effet magique de Noël. En fait, il faut se dire qu'il y aura pas d'effet magique, mais par contre, on peut se donner les moyens de créer cette magie de Noël. Voilà, ça se fera pas sans le fait de l'anticiper, de comprendre, de décider ce qu'on veut, mais il faut quand même souhaiter à tous que la magie de Noël opère. Oui, complètement. Mais comme tu le dis, ça demande de se préparer. Et comme on le dit à chaque fois, Swazik, dans nos épisodes, c'est comment on peut se donner des objectifs réalistes. On va pas attendre que, j'en sais rien, si notre père n'a jamais eu de démonstration affective envers nous de toute notre enfance, notre jeunesse, il va pas nous faire une déclaration d'amour à Noël en disant c'est génial que vous soyez là, je vous aime tellement mes enfants. Enfin ça va pas changer. C'est comment on peut aussi se créer la magie de Noël dans un cadre qui est en accord avec la vraie vie, j'ai envie de dire. Et tu vois, ce que je vois, moi, mes patients, là où ils se sentent libérés, je pense à une patiente particulièrement, où elle a pu me dire, en fait, cette année, on en a parlé avec mon conjoint, on a dit, non, c'est hors de question qu'on traverse la France d'est en ouest en une journée juste pour voir les deux parents et beaux-parents. Et nous, notre magie de Noël, ce qui compte pour nous, c'est de nous retrouver tous les quatre avec nos deux enfants. Donc c'est aussi comment on s'écoute soi-même et comment on écoute ses besoins. Et en fait, ça me fait tellement écho parce que, comme tu sais, moi en plus, je suis née le jour de Noël. Donc moi, il y a double sentence. Et en fait, je me suis dit, j'ai passé tellement de Noël un peu pourri avec de la famille éloignée que t'as pas envie d'être. Et en fait, je crois que j'ai dû attendre mes 28 ans pour dire, mais mince, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble. Et en plus, c'est mon anniversaire. Je vais devoir le fêter comme j'ai envie. Mais c'est aussi... C'est pas facile dans notre société de s'autoriser à se dire, qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que notre couple et notre famille veut vraiment pour ces fêtes. C'est vrai, je te rejoins, mais en même temps, moi j'ai tendance à penser, à me dire, s'il y a quand même un moment dans l'année où on doit faire un effort envers nos familles, si on doit sortir un peu justement de cette zone de confort dans laquelle on peut se mettre toute l'année, je trouve que c'est bien à ce moment-là, tu vois. Alors nous, ça va être la première année où on va s'autoriser à passer Noël tous les 6, et ça, moi, ça faisait assez longtemps que je le voulais, mais en même temps, j'étais toujours tiraillée en me disant, en plus, on vit loin, donc non, parce que c'est important pour les grands-mères, c'est l'occasion pour les cousins de se revoir, nous, on est contents de revoir nos frères et sœurs, donc on faisait la route, on allait dans l'organisation, il se trouve que cette année, on a moins de temps de vacances, donc voilà, on s'est dit, c'est pas raisonnable de consacrer 2 jours de route pour aller rejoindre nos familles. Mais j'ai quand même, tu vois, un peu cette culpabilité de me dire, tout le monde va se retrouver, et nous, en fait, on se donne pas les moyens d'aller les rejoindre. Enfin, tu vois, on a des amis autour de nous, ils partent en voyage assez loin en famille, et je trouve ça, je me dis, c'est dommage, je ne juge pas du tout, tu vois, mais moi, j'arrive pas à me sortir de cette image de me dire, c'est Noël, à nous de faire un effort en fait, on est heureux aussi de le faire, mais en fait, on peut en avoir plein des moments juste en famille, notre petite famille à nous. Donc Noël, est-ce que ça doit pas être ce signe, ça doit être pas porteur de ce signe de se dire, on se bouge pour aller voir nos familles. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que ça révèle plusieurs choses. Je pense déjà, ça me fait penser vraiment à cette question de loyauté. C'est un peu, est-ce que je serais pas loyale à ma famille et aux règles de fonctionnement et aux traditions de ma famille si je fais ça? Comment je m'inscris dans la famille si je fais ça? Et en fait, ça peut être ok de se dire, en fait, cette règle, cette valeur de ma famille, de se réunir, elle me convient et je fais avec. Mais en fait, la question qu'il faut se poser après, une fois qu'on se dit, est-ce que c'est
par gage, en fait, par loyauté que je fais ça. Mais c'est après la question un peu de la balance. En fait, est-ce que c'est un coup qui est terrible pour moi, où je reviens de ces 2 jours, en fait, j'ai pas du tout profité, c'était lourd, je me suis pris plein de remarques et j'ai eu du mal à digérer, et au final, j'ai pas eu l'impression d'être connectée à mon propre mari ou à mon épouse et à mes enfants durant ce moment-là. Tu vois, c'est ça, et c'est aussi la question, qu'est-ce qu'on attend réellement de cette réunion de famille? Est-ce qu'on attend de passer pour la bonne fille qui est loyale à ses parents et d'être là au bon endroit pour qu'on dise c'est bien, t'es à la bonne place? Ou est-ce qu'on attend effectivement des échanges d'amour où on donne de l'amour et où on peut en recevoir? Je sais pas si ça t'éclaire un peu, mais c'est ça, je me dirais, les questions qu'il faut se poser derrière. Ouais. Alors moi, ça me rejoint pas forcément parce que c'est vraiment une joie d'être au milieu de ma famille comme de ma belle famille. Mais en même temps, j'ai pu me sentir privée quand même de mon Noël avec juste mon petit cocon. Donc c'est vraiment une ambivalence entre les deux. Je sais pas si vous avez pu le faire aussi parfois, mais c'est comment trouver des compromis. Enfin, je vois plein de familles qui, par exemple, passent le matin que avec leurs enfants pour l'ouverture des cadeaux, ou ils le font le 24 au soir que entre eux, mais pour avoir un petit moment rien qu'à eux. Ou tu vois, moi je sais avec Lucas, parfois on garde des cadeaux qu'on va se redonner en dehors de la famille parce que c'est important pour nous. On garde des choses ou on crée des symboliques ou des rituels qui appartiennent à notre rituel de famille qu'on va faire que tous les 4 ou que tous les 2. Ce qui fait que on garde ce petit truc qui est à nous, parce que je trouve qu'en plus, c'est hyper beau quand t'es dans le couple, t'as pas envie de déballer tes cadeaux que t'offres à ton épouse ou à ton époux devant tout le monde, quoi. Il y a une espèce d'intimité et une pudeur aussi. Donc c'est comment protéger ça. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on a toujours fait, effectivement, de nous offrir nos cadeaux. On en avait toujours un petit cadeau qu'on pouvait offrir devant nos enfants ou les autres, parce que c'est aussi témoigner. Mais en fait, le cadeau principal sur lequel on avait mis plus d'émotion, on se l'offrait que tous les deux. Et je pense qu'effectivement, le conseil est bon de réussir à préserver, d'installer en tout cas dans nos traditions ce moment de Noël en micro-famille et en couple. Si on fait un petit focus sur le Noël avec famille et belle famille, qui est quand même source de pas mal de tensions dans les couples, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour chacun et pour le couple? Je pense déjà ce qui peut se jouer, c'est le fait qu'il peut y avoir des traditions familiales entre les familles. Par exemple, je caricature, mais moi ça s'est vraiment passé comme ça dans ma famille. Je me rappelle de certains épisodes où, par exemple, il y a des courants politiques très différents. Donc tu peux avoir des débats houleux ou des choses vraiment compliquées avec des débats à table. Donc ça, ou des tempéraments. Je pense par exemple, tu tombes dans une famille assez extravertie où c'est la fête, alors que tu vas dans ta belle famille, ça va être très policé, il va y avoir tous les couverts, faut être bien assis à table. Donc il peut y avoir déjà des cultures et des traditions différentes qui peuvent créer des tensions. Parce qu'il y a aussi la question des enfants. Par exemple, j'en sais rien, si vous avez prévu d'aller à la messe de minuit, mais que dans une famille, ils le font pas et dans l'autre, ils le font, donc tu passes un petit peu pour le mouton noir parce que t'embêtes, parce que toi, tu vas à la messe de minuit. Donc ça peut créer des tensions quand il y a des modes d'organisation qui peuvent être différents. Donc là, l'important, ça va être de bien en parler en amont, en couple, pour se dire, c'est quoi nos valeurs à nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qu'on transmet? Et on tient, c'est un peu fort de dire on tient tête, mais face à ta famille, on est OK pour transmettre ça, même si c'est pas leur valeur. Et inversement dans les autres familles. Mais c'est là où ça devient plus difficile parfois, c'est que, on en parle souvent sur le podcast, mais parfois quand on retourne dans sa famille, surtout aux périodes des fêtes, il y a un aspect assez régressif. Et du coup, la personne qui va retourner dans sa famille va avoir tendance à reprendre un peu cette place enfantine, un peu d'enfant, où il va retourner le petit garçon ou la jeune fille à son papa et à sa maman. Et on va avoir, moi je le retrouve beaucoup vraiment dans mes entretiens, le conjoint ou la conjointe qui va reprendre un peu cette place d'enfant dans le foyer, donc qui va pas oser s'affirmer auprès de ses parents. Et du coup, il ne fera pas forcément équipe avec son épouse. Et donc c'est à ça qu'il faut faire attention, parce que ça peut jouer et créer des malentendus et des situations qui vont pas du tout aider le couple pour faire équipe justement et assumer leur choix de vie et leur choix par rapport aux fêtes. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'en parle avant? Oui, complètement. Moi, je me dis, l'important, c'est de parler ensemble. C'est qu'est-ce qu'on veut transmettre à notre famille, à nos enfants. Pour nous, qu'est-ce qui est important de transmettre comme idée à nos enfants? Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais je vois mon frère, il est très Père Noël, le Père Noël, alors que nous, nos enfants, on leur parle pas du tout du Père Noël. On dit qu'on s'offre aussi des cadeaux par amour, pour se remercier, pour se témoigner de l'affection, et on parle plutôt de l'histoire du Père Noël autour des histoires de Noël, mais c'est pas important pour nous d'avoir cette idée du Père Noël. Et donc,
c'est important, je me dis que j'en parle avec Lucas pour qu'on sache est-ce qu'on est raccord par rapport à ça, comment on fait si eux ils insistent sur ça, est-ce qu'on rentre dans le jeu, est-ce qu'on rentre pas dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on pourrait, enfin c'est un exemple tout bête qui a pas de grosse incidence, mais on pourrait avoir tendance à se glisser dans le moule de l'autre alors qu'en fait ça nous correspond pas. Donc c'est vraiment qu'on parle en amont de qu'est-ce qu'on souhaite transmettre comme valeur et quel est notre positionnement. Donc déjà si on en a parlé, ça va être important parce qu'on va pouvoir voir quelle est l'image de l'autre et on sera raccord pour faire vraiment équipe le jour même. Quand il y a aussi des tempéraments différents, je parlais des exemples, par exemple, de discours opposés sur certains sujets sociétaux, c'est comment, moi je trouve, on pouvait l'appliquer aussi, on peut se trouver des codes ou des signes pendant le repas pour pouvoir en rire en fait, plutôt pouvoir se dire, mais en fait, dans quelle famille on est tombé, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il raconte tonton Roger, c'est n'importe quoi, ou pouvoir se dire, bah là on fait une pause, on va prendre un verre tous les deux, ou on sort, on va fumer une clope, qu'est-ce qu'on fait, mais on peut rigoler de la situation. En fait, comment justement, tu parlais d'esprit Noël, et c'est là où je me dis qu'on peut amener de la magie en prenant les choses avec légèreté, et c'est se dire, c'est pas dire que rien n'est grave, mais c'est ce jour-là se dire, bah, chacun est là avec ses blessures et son histoire, et on accepte chacun comme il est, en fait. C'est plutôt ce message-là que je dirais qui pourrait apaiser les choses, en fait. C'est pas accepter qu'on nous fasse du mal, mais c'est accepter les petits trucs qui, au final, vont pas avoir de grosses incidences. Et sur les tensions potentielles qu'il pourrait y avoir avec famille et belle-famille, donc évidemment, on s'en parle avant dans le couple de nos appréhensions, de dont on redoute. On peut se servir comme base de discussion du Noël dernier en disant, bah là, tu vois, quand il s'est passé ça, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Voilà, là, je te montre un exemple, mais ça, c'était pas facile pour moi, je veux pas le revivre. Donc, déjà, on part quand même là sur une discussion qui peut être un petit peu délicate, qu'on se le dise, parce que tu parles par exemple de cette position de l'homme qui arrive, du mari qui arrive et qui peut retrouver en tout cas sa place d'enfant, et pour le coup être peut-être plus en phase ou plus lié avec sa maman qu'il ne le sera à ce moment-là pendant ces 48 heures avec son épouse, et de se dire, en fait, je reconnais pas trop mon mari, là j'ai l'impression de plus l'avoir. Mais tu as l'air de parler de ça comme quelque chose qui est assez naturel. Est-ce qu'il faut se dire non, là, cette année, je vais pas en tant que garçon chez mes parents, mais je serai d'abord l'époux et après le fils? Que c'est pas facile quand même, tu vois, de changer comme ça de position. Ce que je me dis, c'est aussi comment, on va pas changer le monde là pour une fête de Noël. Enfin, l'idée, ça va pas être de révolutionner le couple et le positionnement avec la famille, mais déjà, si chacun peut identifier qu'est-ce qui est problématique en fait dans ce comportement, on va dire un peu régressif, qu'est-ce qui m'embête le plus quand il ou elle fait ça. Ça m'embête parce qu'il ne se positionne pas avec moi et vraiment ça me met à mal. Bah ça, on peut en parler. Après, s'il est un peu, je me laisse dorloter par ma maman ou j'en sais rien, elle se fait bichonner, on va dans les caricatures, mais par son papa qui s'occupe d'elle, et que ça a pas d'incidence négative pour le conjoint ou la conjointe, j'ai envie de dire, on le laisse, ça fait partie aussi de l'histoire. Et puis, en fait, c'est ça, c'est voir qu'est-ce qui peut nuire au couple et qui est problématique pour l'autre. Bah là, ça vaut le coup d'en parler en amont. Mais en plus, je me dis, on peut en parler après, et même là, quelques mois avant, on peut déjà en discuter de ça, qu'est-ce qui peut être problématique, et de demander à l'autre, est-ce que tu le perçois quand tu fais ça? Est-ce que tu t'en rends compte ou non? Et l'autre peut dire, bah non, je vois pas du tout. Bah ok, est-ce que t'es ok alors pour que je te le fasse remarquer? Parce que moi, vraiment, ça met à mal, et comment je peux te le dire pour que tu ne le prennes pas mal quand je te dis ça? Sous quelle forme est-ce que je peux te le dire? Donc ça là, il va falloir que la paix de Noël joue énormément, parce que on est vraiment sur des sujets qui sont pas évidents et pourtant qui sont essentiels, parce que c'est dommage de passer à côté de ces moments-là parce qu'il y a une tension qui s'est installée dans le couple. Et c'est aussi parfois, je crois, on parlait des attentes, ça c'est hyper important. Je pense par exemple à un exemple, une cadette là que je vois en entretien, c'est la cadette de la famille, elle est jamais consultée pour les décisions. Du coup, elle a l'impression de pas compter, de manquer de reconnaissance, que en fait son avis compte pas vraiment. Et là, par exemple, pendant les fêtes, on la sollicite pas sur l'organisation. Donc, en fait, c'est pas tant de pas être sollicité pour le choix du repas qui est si embêtant que ça, mais c'est que ça vient remettre en avant toutes les problématiques liées à son histoire et à ses liens avec sa fratrie et sa famille. Donc, en fait, c'est plus le réveil et ça met en lumière une blessure d'enfance plus qu'une simple participation au choix de famille. C'est comment si parfois on peut décortiquer ça en se disant, mais en fait, est-ce que c'est le moment pour résoudre ce problème de manque de reconnaissance? Ou est-ce que ça me permet juste de le mettre en lumière, de me dire, en fait, il y a ça qui me touche parce que ça fait écho à ça, et ça vaudra le coup d'être traité. Mais est-ce que c'est vraiment le moment pour traiter ça, en fait?
Après, ça n'empêche qu'on peut exprimer ses besoins et dire j'ai trouvé ça dommage de pas être impliqué, de pas pouvoir participer. Mais je pense que c'est comment distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre de l'anecdotique vraiment ponctuelle du jour et qu'est-ce qui est de l'ordre des résonances avec l'histoire de l'individu. Si on fait un petit focus sur l'argent, qui est un sujet de tension au moment des fêtes, est-ce que déjà tu peux nous dire pourquoi ? Pourquoi autour de l'argent, là, à ce moment-là, il se passe quelque chose de différent? Je dirais d'aller écouter l'épisode avec Christian Junot, ça peut être pas mal déjà, mais tout simplement parce qu'on dépense de l'argent. En plus, notre société de consommation pousse à dépenser de l'argent à Noël, que ce soit dans l'achat des cadeaux ou le repas qu'on a préparé ou acheter de la vaisselle spéciale pour Noël, ça peut très vite chiffrer en fait. Donc là, forcément, cette question est tout de suite mise plus en avant pour le couple. Et là, en fait, c'est aussi une source de croissance possible pour le couple, parce que ça permet de se questionner sur la place qu'a l'argent dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle va représenter pour moi, l'argent? Et quel message de l'argent est-ce que j'ai pu recevoir moi aussi dans mon enfance? Est-ce que j'ai vécu avec l'idée du manque ou non? Et comment ça se matérialise autour des fêtes? Par exemple aussi sur quelle place ont les cadeaux pour moi? Est-ce que c'est juste un devoir, on va dire, purement sociétal, c'est parce qu'il faut le faire, faut s'offrir des cadeaux, ou pour moi vraiment ça a une valeur émotionnelle importante, c'est vraiment le moyen que j'ai aussi, ça peut être en lien avec les langages de l'amour, mais de montrer à ma famille que je les aime et que je tiens à eux. Donc forcément, si on comprend que pour l'autre, offrir un cadeau, c'est le seul moyen qu'il trouve, en tout cas pour témoigner à ses proches qu'il les aime, ça a tout de suite pas la même connotation que de se dire il est en train de balancer l'argent par les fenêtres. Et comment peut-être le conjoint peut dire moi en fait de dépenser autant, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète parce que ça va me mettre en lien peut-être avec des périodes difficiles dans mon enfance ou des histoires ou des périodes de ma vie où on a pu manquer. Donc là le fait de dépenser autant, ça me met vraiment à mal. Donc ça permet en fait de discuter sur ce qu'il y a derrière dans le couple, sur le rapport à l'argent et sur comment on dépense. Un dernier point pour finir, si tu veux bien, sur la charge mentale. Là, je vois tous ceux qui sourient parce que tout ce qui pense à effectivement, c'est quand même un moment où la to-do, elle est énorme tant au niveau pro, ça tu l'as bien dit en intro, qu'au niveau familial, il y a quand même mine de rien la charge des cadeaux auxquels il faut penser, la préparation de Noël, des fêtes, des repas. C'est peut-être une des périodes d'ailleurs en niveau charge mentale la plus chargée de l'année. Donc, est-ce qu'il faut faire un effort? Est-ce qu'on fait un effort supplémentaire dans son couple? Je sais que la réponse est oui, mais... Et en plus, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est très intense, qu'il y a la pure charge mentale organisationnelle. Surtout que, je pense que c'est pareil, mais j'ai des amis, limite, ils font pas le tour de la France, mais presque, quoi. Pendant les vacances, ils font 8 heures de route, avec les enfants. C'est vraiment une organisation de dingue où on sait qu'on va être crevé, mais on pose en plus des congés pour être crevé. Donc il y a une vraie charge vraiment organisationnelle, mais il y a aussi ce qu'on a décrit avant, il y a cette charge émotionnelle en fait, qui va aussi rajouter des questionnements. Et si je mets ça, et si je fais ça, quelles sont les conséquences sur la famille? Et si je réponds ça à ma belle-mère, comment est-ce qu'elle va réagir? Donc il y a vraiment une charge qui va être importante. Et c'est vrai que la charge familiale est quand même davantage généralement sur le dos de la femme dans les couples en tout cas hétérosexuels. Et je me dis comment là aussi c'est l'opportunité de remettre ça sur la table, de pouvoir dire en fait voilà tout ce qu'il y a à faire là durant cette période et comment on peut se partager les responsabilités, comment on peut faire en sorte que justement la magie de Noël opère et qu'on puisse se répartir ça. Là on en a pas parlé, mais parfois aussi on se met une pression sur la réussite des fêtes. Moi je me dis déjà le premier moyen de diminuer cette charge mentale, c'est de diminuer la pression. En fait j'ai envie de dire si on mange des petits fours avec des knackis et pas du foie gras poêlé ou je ne sais quoi, c'est pas la fin du monde non plus. J'exagère parce que peut-être que pour certains ça aura une grande importance le repas de Noël, mais peut-être moins sur les cadeaux qu'on peut s'offrir ou le fait de partir à la montagne. Mais c'est de voir où est-ce que vous mettez votre priorité. Et en fait c'est déjà se dire on n'est pas obligé d'être au rendez-vous partout, de tout voir en grand. En fait c'est où est-ce qu'on met notre priorité et qu'est-ce qui est important pour nous de transmettre et de faire. En fait c'est déjà de se retirer cette charge superflue qu'on se met nous-mêmes. Je pense que c'est la première règle. La deuxième, c'est vraiment aussi lister tout ce qu'il y a à faire et dire, on le répète tout le temps, mais comment on fait équipe dans cette organisation et comment aussi on peut engager les enfants dans cette tâche autour de Noël. Je sais pas toi, mais moi je me rappelle enfant, j'avais des super souvenirs aussi de comment avec mon frère on préparait les biscuits, comment aussi on participait à l'organisation du repas. En fait, de se sentir impliqué en tant qu'enfant, c'est génial. Et c'est aussi, il y a l'esprit de Noël, c'est aussi l'esprit de famille, tu l'as bien dit. Donc
pour avoir cet esprit, être impliqué et se sentir acteur, c'est aussi ça qui participe à l'esprit de famille. Donc comment rendre chacun acteur à son petit niveau? Alors attention, à faire participer les enfants au repas de Noël, à la préparation, je ne suis pas sûre que ça soulage ta charge mentale. Au contraire, en tout cas, chez moi, je vais avoir 10 fois plus de boulot pour nettoyer la cuisine, par exemple, ou que tout n'est pas cramé. J'étais une jeune fille très autonome, tu vois, parce que maman rentrait, tout était propre et les gâteaux étaient prêts. Voilà, moi j'ai 3 garçons, une fille certes, mais 3 garçons. Donc quand ils font la cuisine s'en souvient. Donc bon, voilà, ça c'est... On a disséminé un petit peu partout dans cet épisode des conseils pour vous aider à préparer votre couple à Noël. Un petit peu d'autopromo. Il y a le quiz du mois de novembre des carnets Viens on s'aime qui est vraiment consacré à cette préparation du couple à Noël. Donc n'hésitez pas. Pour 16 €, ça vaut vraiment le coup. C'est juste le quiz de novembre et vous en avez 12. Donc si vous voulez, comme dit Marie-Lise, qui vous incite à être acteur, et si vous voulez vraiment préparer ces fêtes de Noël, là vous avez l'outil idéal. Et je vous propose pour finir cette capsule de vous donner 5 questions que vous pouvez vous poser à 2 pour poser le thème de cette préparation des fêtes de Noël entre vous. Quels sont les 3 mots que j'associe aux fêtes familiales de Noël? Quelles sont mes sources de stress autour de ces fêtes? Qu'aimerais-je vivre cette année pour Noël? Qu'ai-je envie de prendre en charge pour la préparation de ces fêtes? Et bien sûr, la question très amour toujours, comment allons-nous nous préserver du temps à 2 pendant cette période? Voilà, donc là déjà, avec ces 5 questions, vous avez vraiment la possibilité d'anticiper. Ne vous posez pas cette question le 22 décembre, ce sera trop tard et vous pourrez pas en récolter les fruits. Prenez vraiment le temps de le faire maintenant. Vous pouvez vraiment vous accorder 1 heure tous les 2 pour parler de ça. Ça sera peut-être pas naturel, évidemment, vous l'avez peut-être jamais fait, mais je crois, Marie-Lise, que c'est vraiment le meilleur conseil que l'on puisse donner. Et même si chaque année ça se passe bien pour vous, que c'est pas forcément source de tension, mais ça va quand même être passionnant d'en parler à 2. Puis vous allez peut-être découvrir que chez l'autre, finalement, il y a quelques zones de stress, il y a quelques appréhensions et que vous pourrez être là pour l'autre à ce moment-là. Marie-Lise, si tu avais un dernier conseil à donner à nos milliers d'auditeurs qui veulent vivre la magie de Noël dans leur couple particulièrement cette année. Ouais, mais je crois que c'est exactement ça. Je réécoutais notre travail qu'on avait fait ensemble. C'était la dernière question. C'est comment on peut s'octroyer aussi juste des petits clins d'œil à 2 dans ces moments de fête. En fait, c'est pas grand chose. Juste sortir main dans la main tous les 2 pour une petite balade d'une demi-heure, s'octroyer un petit moment. Mais c'est vraiment ça. Et puis, enfin, pour moi, Noël, c'est vraiment la fête de l'amour, en fait. De l'amour avec un grand A, avec les personnes qu'on a autour et tout simplement avec notre conjoint. Donc, c'est comment se recentrer sur l'essentiel. C'est pouvoir se dire ça un peu comme ta phrase pour l'été, les vacances, c'est pour tout le monde. Noël, c'est l'amour qui circule. Enfin, j'en sais rien, mais de trouver un peu comment chacun peut trouver son petit mantra pour Noël qui puisse le guider et le permettre, en fait, de descendre pour se recentrer vraiment sur l'essentiel. Donc c'est trouver un peu, comme tu l'as dit, ces 3 mots pour Noël. Peut-être avoir son petit mot Noël pour nous, et puis pouvoir se le redire. En fait, c'est ça qui compte pour nous. Mais je vais de suite aller retrouver Arnaud. Je vais te laisser aller retrouver Lucas. Oui. Et puis, c'est parfait. On sait quel sujet on va pouvoir aborder ce soir. Merci beaucoup, Marie-Lise. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce thème. C'est toujours chouette d'échanger toutes les 2. Enfin, en tout cas, c'est une belle soirée qui commence. Ouais. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de cette capsule, si elle vous a aidé, si elle vous a fait voir différemment les choses, et si peut-être maintenant vous appréhendez moins cette fin d'année grâce à nos bons conseils, en toute humilité, bien sûr. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller à nous mettre un petit avis, à nous laisser des petits mots d'encouragement. Voilà, ça nous fait toujours du bien. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.